Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Bref d'actualité qui sera largement consacré aux résultats du second tour de l'élection présidentielle 2022 qui a vu Emmanuel Macron être réélu président de la République avec 58,54% des voix face à Marine Le Pen qui réalise pourtant le meilleur score de son parti historique. Avec mes invités, nous allons analyser ces résultats, car au-delà de cette réélection du président sortant, la France n'a jamais autant été divisée. Les grandes villes face aux zones populaires et rurales, l'Ouest face à l'Est, la métropole face aux Outre-mer, les retraités et les cadres face aux salariés et aux ouvriers. Bref, une fracture qui n'a jamais été aussi nette. Le président de la République est le président de tous les Français, et comme l'a affirmé le désormais ancien candidat, ce résultat l'oblige, notamment eu égard à une abstention massive et des voix qui ne valent ni soutien ni adhésion. Pour en débattre ce soir, je remercie Adeline Guibert d'avoir répondu présente à mon invitation. Vous êtes porte-parole et déléguée aux relations internationales pour le parti politique de l'Appel au Peuple, élu d'opposition à Montastruc-la-Conseillère, cadre dans l'aéronautique, et candidate aux élections législatives de juin prochain sur la deuxième circonscription de Haute-Garonne. Bonsoir Adeline. Bonsoir Christopher. Également avec nous, Damien Cornu, vous êtes délégué régional de Haute-Savoie pour le parti politique de l'Appel au Peuple, chef d'entreprise et candidat aux élections législatives de juin prochain sur la deuxième circonscription de Haute-Savoie. Bonsoir Damien. Bonsoir Christopher, bonsoir tout le monde. Je remercie également la présence de François Harary, secrétaire général de l'Appel au Peuple, ancien directeur général d'Areva LMC, ancien PDG de Westinghouse France, Belgique, Afrique du Sud, et également candidat aux élections législatives de juin prochain sur la 8e circonscription de Haute-Garonne. Bonsoir François. Bonsoir Christopher, bonsoir à tous. Et enfin, je remercie David Saforcada d'avoir répondu présent ce soir. Vous êtes président de l'Appel au Peuple, ancien militaire, auteur de nombreux ouvrages sur l'œuvre politique des deux empereurs, Napoléon Ier et Napoléon III, et bien entendu, candidat aux élections législatives de juin prochain sur la 3e circonscription de Haute-Garonne. Bonsoir David. Bonsoir Christopher et bonsoir à tous les Français. Alors, merci à tous d'avoir répondu présent pour l'émission de ce soir qui se déroulera en 3 temps. Je vous propose donc un premier temps qui sera consacré aux résultats du second tour de l'élection présidentielle et donc de la réélection d'Emmanuel Macron. Un deuxième temps consacré aux autres partis politiques éliminés au premier tour et au second tour de cette élection présidentielle. Et enfin, un troisième temps dédié à l'analyse des prochaines échéances électorales à venir. Donc commençons, si vous le voulez bien, par le premier temps, qui est le résultat du second tour de l'élection présidentielle et la réélection d'Emmanuel Macron. Ma première question est pour tous les quatre, donc évidemment, galanterie oblige, mais galanterie que je choisis. Ma première question sera pour Adeline Guibert. Une question que je vais poser, donc, du coup, comme je vous l'ai dit, à chacun d'entre vous. Comment appréciez-vous ce résultat du second tour de l'élection présidentielle ayant vu Emmanuel Macron être réélu face à Marine Le Pen? Bien Christopher, on va dire qu'il a été réélu sans grande surprise. Il a eu l'adversaire qu'il souhaitait depuis de nombreux mois, Marine Le Pen. Donc il savait qu'il allait être... Le barrage a également fonctionné. Bien entendu, pour nous, la tristesse est là parce que ni Emmanuel Macron ni Marine Le Pen n'étaient pour nous des candidats positifs, on va dire, on va l'exprimer ainsi. Donc, j'oserais dire que en ce jour d'élection, ce lendemain d'élection, on ressent une très grande tristesse parce qu'on ne voit pas comment Emmanuel Macron, qui a pas un bilan extrêmement positif,
va pouvoir, au cours des 5 prochaines années, apporter un nouvel espoir à tous les Français. François, que pensez-vous de cette réélection d'Emmanuel Macron? Eh bien, bon, ça n'a pas été pour moi une énorme surprise. Le score est quand même bien meilleur que je le pensais. Je croyais que les deux candidats allaient être pratiquement au coude à coude. Hein. Je pensais 52-48%. Il s'avère que ce n'est pas ça et nous sommes, nous, les bonapartistes, presque les inventeurs de la démocratie historiquement, de la démocratie moderne, notamment de cette élection au suffrage universel qu'a voulu Napoléon III. Mais quelque part, savoir que c'est M. Emmanuel Macron qui n'a jamais fait l'unanimité dans le peuple français, qui est même détesté par tous les gens autour de moi, à l'exception de quelques Parisiens, Emmanuel Macron va s'asseoir sur le fauteuil de Napoléon III pour la deuxième fois à l'Élysée, et fauteuil qui a été utilisé aussi par De Gaulle. Moi, ça me gêne un petit peu, mais telle est la démocratie, je la respecte, comme nous tous. Je suis par contre, puisqu'on parle de démocratie, profondément affecté par ce que j'ai vécu pendant 2 semaines. Oui, Madame Le Pen n'avait pas notre soutien, mais voir le déchaînement de responsables politiques, d'irresponsables politiques, et de journaux qui finalement, en conclusion, ont insulté et traité 14 millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement national, qui les ont traités d'extrémistes, de pétainistes, de racistes. Aujourd'hui, la peste brune, elle n'est pas dans la rue, là, je ne la vois pas se manifester, comme ça s'est passé d'ailleurs à Washington lorsque M. Trump n'a pas été élu. Le peuple français est responsable, qu'on arrête de le mépriser. Alors justement, on va voir. M. Macron, eh ben, on va lui laisser prendre sa présidence et mettre en œuvre, d'après lui, des mesures qui respecteront les aspirations du peuple, mais on va être très, très vigilant, et il faut à tout prix qu'on retrouve le respect démocratique, notamment des aspirations populaires, avec un vrai débat, des vrais débats qui parlent, qui mettent sur la table le débat, les aspirations des Français. Aujourd'hui, on n'y est pas, et je crains que ça se passe très très mal. Un peu pour paraphraser Churchill, je dirais qu'il voulait éviter le pire, hein, en négligeant la démocratie. Eh ben, ils vont avoir le déni de démocratie et ils vont sans doute avoir le pire. Je ne le souhaite pas pour mon pays, mais ils l'auront cherché. Nous serons là avec notre vigilance pour essayer de faire en sorte que tout aille bien pour notre grand pays et pour son peuple de génie. David Safankada, même question. Alors, que dire? Que dès le soir du premier tour, le résultat était déjà connu d'avance. Donc, aucun étonnement me concernant sur la réélection d'Emmanuel Macron. Je serais plus nuancé que François sur les 14 millions d'électeurs. Alors, ce n'est pas 14 millions d'électeurs qui ont voté pour le Rassemblement national. Sur ces 14 millions, on va dire qu'il y a une grosse moitié, je pense, qui a voté surtout contre Emmanuel Macron, notamment si on regarde le score des Antilles, des Antilles, des départements d'outre-mer en général. Donc, je serais plus nuancé que lui par rapport aux chiffres. Après, effectivement, le battage médiatique, on commence à avoir l'habitude, on le connaît pour ceux qui sont assez anciens depuis 2002. En 2002, il se comprenait aisément lorsque c'était Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Avec Marine Le Pen, on pourrait être aussi un peu plus nuancé, parce que je n'oublie pas quand même que Marine Le Pen, même si elle a fait un travail de nettoyage, le nettoyage n'a pas été fait comme il faut. Je connais certaines personnes qui sont très, très à cheval sur le ménage. Je pense qu'elles trouveraient des choses à redire sur le ménage qui a été fait au sein du Rassemblement national. Voilà, en tout état de cause, depuis 1962, l'élection du président de la République se fait au suffrage universel. En tant que bonapartiste, nous respectons le suffrage universel, quel que soit le président qui ait été élu. Et de toute façon, depuis, on va dire, depuis le général de Gaulle, nous allons de déconvenu en déconvenu. Celle-ci va sûrement être le sommet des déconvenus. On a pu le voir hier soir avec ce magnifique
Hymne à la joie qui a accompagné les pas d'Emmanuel Macron sur le champ de Mars, amenant avec lui des enfants qui seront sûrement à la retraite à 70 ans ou à 75 ans. Je ne sais pas si les enfants avaient encore pris la mesure de cet événement. Mais voilà, en tout cas, pas de surprise particulière. Bon, je pense qu'on y reviendra, mais on a aussi joué sur le fait de globaliser les Français, de les mettre dans des cases. Et au bout d'un moment, lorsqu'on les met dans des cases, il ne faut pas s'étonner des résultats, qu'on soit favorable ou défavorable à ces résultats. Et enfin, Damien, que pensez-vous de cette réélection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République pour un second mandat? Moi, ce que je pense, c'est que en fait, le second tour de 2022, comme celui de 2017, c'était un référendum. Êtes-vous pour ou contre Madame Le Pen? Et les Français, ils ont répondu en 2017 non. En 2022, ils ont répondu non. Et si on fait la bis repetita en 2027, ce sera encore non. Et j'espère que Madame Le Pen en tirera les enseignements et les conséquences, parce que ça nous amène dans une impasse, tout ça. Moi, j'en veux beaucoup à Madame Le Pen, parce qu'il y a des sujets qu'on ne peut plus aborder au jour d'aujourd'hui. Des sujets comme l'euro, comme l'Europe, le voile, je n'en parle même pas, tellement elle les a abordés d'une façon lamentable. Donc, j'espère qu'elle en tirera des conséquences. Et effectivement, moi, l'élection de M. Macron ne me réjouit pas du tout, mais l'élection de Mme Le Pen ne m'aurait pas du tout réjoui non plus. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer par la suite. Il va y avoir, à mon avis, de la tambouille pour avoir la majorité à l'Assemblée, mais je pense qu'on en parlera plus tard. Voilà. Tout à fait. Alors, merci à vous d'avoir répondu à cette première question. Je vais me tourner vers François, puisque vous évoquez des chiffres, je vais vous en donner d'autres. 17 millions. 17 millions, ce sont les Français qui se sont abstenus ou qui ont voté blanc ou encore qui ont voté nul. Alors, comment analyser ce chiffre qui représente 37% du corps électoral? Et pour mémoire, puisqu'on parle beaucoup d'abstention, l'abstention cette année pour ce second tour de l'élection présidentielle, c'est 28%. Et c'est un record depuis 1969. François, que pensez-vous de ces 17 millions de Français qui se sont détournés des deux candidats? Alors, c'est un chiffre qui se rapproche un petit peu des électeurs de Marine Le Pen. Hein. Ça veut dire que le pays, finalement, est bien partagé en trois et qu'il y a cette partie qu'il ne faut plus négliger aujourd'hui de Français qui se sont abstenus ou qui ont voté nul ou qui ont voté blanc. Alors, d'où ça vient? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a quand même, je reviens sur cette campagne médiatique. Oui, le président Saforcada a raison. Il faut nuancer un petit peu ma réaction première, mais les médias et les responsables politiques de haut niveau, soi-disant, n'ont jamais nuancé leurs propos pendant 2 semaines. Il n'y a pas eu de débat. Donc, ces responsables faisant appel à faire barrage contre la peste brune, le pétainisme, l'extrémisme, Dieu sait que j'abhorre ces mouvements politiques, en faisant appel, ils ont finalement augmenter la part des gens qui sont complètement désabusés, qui ne croient plus dans l'élection et qui se sont dit entre la peste et le choléra, ben moi, je vais à la pêche. Alors déjà, il y a une partie de gens qui sont comme ça. Ensuite, il y a tout simplement des gens qui ne se reconnaissent pas du tout dans les deux personnages et qui ont voulu montrer que ces personnalités, pour eux, ne représentent en aucun cas l'avenir qu'ils souhaitent pour le pays. Donc, plutôt que de se déplacer et de mettre un bulletin de vote, ils ont préféré s'abstenir ou voter blanc ou nul. Et puis la troisième partie, je pense que c'est ceux qui ont fait l'effort de lire leur programme et qui, ce n'est plus une affaire de personne, mais c'est une affaire de programme. Celui de Macron, je défie beaucoup de gens, à part sur la retraite, dont il a parlé un petit peu, et la nouvelle écologie, dont on ne sait absolument rien. Je défie beaucoup de monde de me donner des explications sur son programme. Il est, comme d'habitude, complètement plat. Et celui de Marine Le Pen, je reviens à ce qu'a dit Damien Cornu, il est aussi un petit peu, pas vide de sens, mais
axé sur des considérations qui ne sont pas celles du peuple français, quoi. Et quand on lui parle de pouvoir d'achat, elle ne sait pas bien répondre. Quand on lui parle de sa politique sociale dont elle se prétend, elle ne sait pas bien répondre non plus. Donc, elle n'était pas bien préparée à ça. Quant à Macron, il y a le bilan de 5 ans qui pousse les gens à ne pas voter pour lui. Donc, les Français, entre une abstention réclamée par les responsables politiques, un dégoût du débat, un effet de répulsion vis-à-vis des personnalités. Voilà ce qui explique qu'on est presque un tiers de Français qui n'ont pas donné leur opinion. C'est très, très grave. Démocratiquement, c'est très, très grave. Je suis, moi, un partisan du vote obligatoire, avec prise en compte des votes blancs, hein, évidemment, mais ne pas aller voter alors qu'il y a des gens qui ont lutté depuis les Lumières jusqu'à aujourd'hui pour que les Français puissent voter et s'exprimer. Je pense que c'est une faute très, très grave de ne pas aller voter. Donc 69,60% des votes se sont dirigés pour Marine Le Pen en Guadeloupe. C'était 51,16% au premier tour pour Jean-Luc Mélenchon. 60,87% pour Marine Le Pen en Martinique. C'était 53,10% au premier tour pour Jean-Luc Mélenchon. 60,70% en Guyane pour Marine Le Pen. C'était 50,59% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Une fracture très nette oppose la métropole des Outre-mer, ce que réfute pourtant catégoriquement Richard Ferrand, un président de l'Assemblée nationale qui s'exprimait aujourd'hui sur France Inter, en sachant que la Corse donne également l'avantage à Marine Le Pen. Quelle est la conclusion à en tirer, selon vous, de tous ces chiffres ? Alors, on pourrait penser que l'outre-mer, les outre-mer, nos compatriotes d'outre-mer ont été très stratégiques. Ils ont voté Mélenchon au premier tour et peut-être Marine Le Pen au second tour, en sachant qu'il serait peut-être plus facile pour Mélenchon, dans le cas de figure où Marine Le Pen aurait été élue présidente, d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Alors, je ne sais pas s'ils ont réfléchi de cette manière, mais c'est l'analyse que j'en fais dans tous les cas. En permettant à Emmanuel Macron de devenir président, je pense que leurs espérances en termes de cohabitation avec Jean-Luc Mélenchon étaient moindres. Ce serait du coup en plan purement stratégique. Ça ne serait pas, selon vous, un rejet de la politique de métropole qui favorise Emmanuel Macron ou des partis plus traditionnels? Là, on voit vraiment qu'on passe de l'extrême gauche à l'extrême droite. Est-ce que ce n'est pas aussi un vote contestataire? Il y a certainement cela aussi. Hein. Ça, on ne peut pas le nier. Après, je veux dire, Emmanuel Macron, il avait commencé, il me semble, son dernier quinquennat par une vision très écologique. Je crois qu'il avait, avec un slogan anglais, Make our planet great again, ou quelque chose comme ça. Il nous ressort l'écologie au deuxième tour, alors que pendant 5 ans, ça n'a pas réellement été sa priorité. Et les Outre-mer l'ont peut-être également senti parce que nos compatriotes d'Outre-mer ont un rôle à jouer par rapport à la sauvegarde des océans, par rapport à nos territoires maritimes. Et il n'a pas su, je pense, innover en la matière, parce que ça aurait pu être un apport, je pense, d'emploi. Il n'a pas su les soutenir. Donc oui, il y a une partie de rejet, effectivement. Alors, je ne vais pas pour le moment aborder la question écologique, notamment avec François Harry, ça risquerait de chauffer les esprits, mais je vais me tourner vers Damien Cornu pour ma prochaine question. Donc, selon une enquête qui a été réalisée durant les 3 jours précédant le second tour de l'élection présidentielle, l'on constate que les cadres votent majoritairement pour Emmanuel Macron, ils sont plus de 70%, alors que les employés et les ouvriers favorisent plutôt Marine Le Pen et à plus de 60%. Alors, comment expliquez-vous que les salaires élevés favorisent le président sortant, à l'inverse des salariés et des ouvriers? En d'autres mots,
Emmanuel Macron paye-t-il sa politique qui a favorisé une claque sociale durant les 5 dernières années? Ah oui, je pense que vous avez donné la réponse. Il n'y a qu'à regarder en fait, le pouvoir d'achat. C'est vrai qu'ils nous ont fait des belles courbes sur le pouvoir d'achat en nous disant qu'il avait en fait augmenté. Et quand on creuse, en fait, c'est une moyenne. Et en fait, le pouvoir d'achat, il a effectivement augmenté pour les classes supérieures, mais il a baissé pour les classes moyennes et les classes populaires. Tout ce qui est nourriture, tout ce qui est biens de première nécessité, tout ceci pèse énormément sur les ménages. On peut parler de l'essence, le gazole, c'est exactement la même chose. Le prix du gazole, il pèse énormément sur les classes moyennes et les classes populaires, et il pèse beaucoup moins sur les classes aisées. Donc, ça paraît tout à fait logique que les classes aisées soient plutôt allées vers en fait, Monsieur Macron plutôt que vers Madame Le Pen, et les classes populaires vers en fait Madame Le Pen, puisqu'elle faisait plus dans son programme quand même pour le pouvoir d'achat. Son programme économique, pour moi, il a été très, très critiqué, peut-être à juste titre, mais le programme de notre président, il est également très, très critiquable, puisque en fait, son programme économique, il repose essentiellement sur la réforme des retraites. Et pour moi, cette réforme, elle va être quasi impossible à mettre en œuvre. Les Français vont être vent debout, je pense. Et donc, je pense qu'après, vu que tout découle de la réforme des retraites, il sera difficile derrière de faire, de tenir toutes les promesses qu'il a voulu tenir, quoi. Voilà. Alors, surtout, c'est très intéressant que vous évoquiez cette réforme des retraites à venir, puisque aujourd'hui, Bruno Le Maire n'a pas exclu l'usage du 49 alinéa 3 pour faire passer la réforme des retraites. Qu'en pensez-vous de cela? Oui, ben, et de toute façon, ils sont. Alors, je pense qu'ils sont enfermés, c'est-à-dire qu'ils ont dit qu'ils allaient écouter les gens, qu'ils allaient essayer de rassembler, mais ils veulent mettre en place la politique qu'ils ont écrite sur leur en fait, programme. Donc, je pense que ça va être très, très compliqué pour eux, hein, ça c'est sûr, hein. Surtout que quand on lit le corps, donc le rapport du Conseil d'orientation des retraites, il n'y a pas urgence à réformer les retraites. La réforme des retraites, elle est là uniquement pour financer d'autres dépenses. Et ça, les Français, au moment où ils vont comprendre ça, je pense qu'ils vont être très, très en colère. Alors, je me tourne vers François et je me tournerai après vers David pour le mix des deux questions que je vais poser. Donc, je viens de poser la question à Damien concernant les cadres qui votent plutôt pour Emmanuel Macron, les salariés, les ouvriers qui votent plutôt pour Marine Le Pen. Mais là, on a vu aussi une autre fracture qui est celle des grandes villes qui votent plutôt pour Emmanuel Macron et des petites villes et des villages qui votent plutôt pour Marine Le Pen. Quelle est votre analyse par rapport à cela, François? Alors, oui, c'est vrai que dans les grandes villes, on va prendre tout simplement le problème des carburants. Dans les grandes villes, les gens sont d'abord plus aisés. On a une démographie qui est en train de se déporter dans les zones rurales aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les néo-ruraux. Donc, il y a des gens qui n'ont plus les moyens d'habiter en ville et qui vont vivre dans des zones qu'on appelle les grandes banlieues, qu'on appelle les zones rurales, en province. Aujourd'hui, avec les moyens comme le TGV, on peut habiter Le Mans, Tours, Amiens et travailler à Paris. Ce n'est pas un problème. En 1 heure, en 1 heure et demie, vous êtes à votre bureau. Donc, pour des raisons économiques, il y a des gens qui ont déserté la ville. Ensuite, il y a eu aussi le phénomène des confinements. Quand on reste 2 mois dans un F2 à Paris, ce n'est pas comme quand on a un petit pavillon à Chartres ou dans une banlieue éloignée. Donc, il y a eu un phénomène d'exode rural avec des gens qui ont moins de moyens. Ces gens-là, ils sont vraiment confrontés à un grave problème. C'est qu'en province aujourd'hui, il y a une désertification médicale. Il y a un absolu besoin de l'automobile. On a raconté aux gens pendant 20 ans que le diesel était vertueux et qu'il ne polluait pas, surtout avec les pots catalytiques qui sont venus un petit peu après. Mais enfin, on a fait croire c'est la aux politique gens, on a du tout diesel. les esprits, voilà. Donc les gens ont acheté des voitures diesel un petit peu plus chères que les voitures à essence et des voitures qui durent un peu plus longtemps. Mais quand on habite en zone rurale, ce qui est mon cas, c'est absolument impossible de vivre sans automobile. J'ai des enfants qui sont à Paris,
un fils qui est à Paris, il n'a pas de voiture, il a un vélo et il s'en sort très bien entre les transports en commun et les vélos. Donc vous avez une population qui aujourd'hui émigre des grandes cités et qui a besoin d'automobile, qui est confrontée à cette augmentation du coût de l'énergie, qui a besoin de se chauffer un peu plus que dans les grandes villes. Autre conséquence de l'augmentation du prix de l'énergie. Donc, c'est une population qui est aujourd'hui un petit peu désespérée et qui n'a pas l'impression qu'on prend en compte ses problèmes. Et M. Macron ne prend pas en compte ses problèmes. Il continue à, d'ailleurs, c'est tout son intérêt. Son électorat est celui plutôt des villes, d'une bourgeoisie plutôt aisée qui habite en ville et qui craint toutes les catastrophes sociales qui risquent d'ailleurs d'arriver. Si M. Macron n'est pas élu. Eh bien, c'est une explication tout à fait importante. Ensuite, vous avez la désindustrialisation du pays. Autrefois, dans le nord de la France, dans l'est de la France, dans le Massif central, dans le sud-est, on avait beaucoup d'industries parce que c'était des gisements miniers, sidérurgiques, fer ou charbon, et on avait donc des populations qui s'agglutinaient pour des raisons professionnelles, parce qu'ils y trouvaient du travail, qui s'agglutinaient dans ces zones. Aujourd'hui, l'industrie, et M. Macron fait partie des grands responsables politiques de ces 40 dernières années qui l'ont complètement sacrifié à l'Europe, M. Macron a créé de la pauvreté, comme M. Hollande, M. Sarkozy et M. Jospin et M. Chirac et et j'en passe, 40 ans de pouvoir qui ont désindustrialisé le pays. Donc les gens, on a l'impression de vivre un peu mieux à la campagne parce qu'on peut vivre en autarcie avec un petit potager et quelques poules, mais en fait, on a besoin de la voiture, avec un carburant qui augmente, on a besoin d'énergie pour se chauffer. C'est une population qui est en état de paupérisation, pour reprendre un mot cher à Napoléon III, qui lui, président de la République et ensuite empereur des Français, a cherché des solutions. Même avant d'être élu, il avait constaté cette paupérisation de la nation française et il avait proposé plein de solutions. Certaines étaient complètement utopiques, mais au moins s'était-il donné la volonté de chercher. Et c'est pour ça que le peuple français lui était très attaché. M. Macron, c'est le contraire. Il est responsable en partie, ce n'est pas le seul responsable, mais il est responsable en partie d'une paupérisation du peuple français. Il est prêt à sacrifier le peuple français à l'écologie aussi, à l'escrologie, comme je l'appelle, et il est capable de sacrifier la France à l'Europe. Donc, cet électorat qui fuit la ville est complètement opposé à Macron. Alors pour Napoléon III, en effet, Louis-Napoléon Bonaparte, on retiendra l'ouvrage L'extinction du paupérisme. Je reviens vers David et du coup, ce sera la question des deux. Que penser de ce vote des cadres qui se dirigent vers un versant, des ouvriers, des salariés qui se dirigent vers un autre et qui, en même temps, encore une fracture entre les grandes villes et les petites villes et les villages? Moi, je vais vous dire que dans un premier temps, elle me dérange parce que le bonapartiste que je suis a une détestation folle pour la lutte des classes. Nous, c'est le rassemblement et ce n'est pas cette lutte des classes que l'on nous a construit, mais lutte des classes qui a été construite par les deux camps. Et tout d'abord, je reviendrai sur ce qu'a dit François et je suis totalement d'accord avec lui. Je rajouterai à ça aussi une désertification des services publics dans le milieu rural qui fait que les centres des impôts ferment. Alors bon, certains ne s'en plaindront pas, mais les bureaux de poste ferment, les hôpitaux. Le désert médical. Le désert médical aussi, mais le pire, c'est qu'on va assister à une désertification, mais même pas des services publics. Là, je reprendrai un exemple que j'ai vu aujourd'hui justement sur la Haute-Garonne. Vous avez une commune de Haute-Garonne qui s'appelle Saint-Béat, pour ne pas la nommer, qui est dans le sud du département, qui aujourd'hui, on vient d'apprendre que le dernier distributeur de billets, je ne citerai pas la banque, mais le dernier distributeur de billets vient d'être fermé. Aujourd'hui, les habitants du canton de Saint-Béat, s'ils veulent retirer de l'argent, sont pour le coup obligés de prendre leur voiture, donc gaspiller X litres de gasoil au tarif que l'on connaît, pour faire au minimum une demi-heure de voiture pour pouvoir aller retirer les 20 € qu'ils auront perdus sur le trajet.
Donc, vous voyez, ce sont ces choses-là. Ensuite, il y a aussi c'est l'insécurité. L'insécurité qui touche les villes, mais qui se propage petit à petit sur le périurbain et un peu sur la ruralité. Certains villages n'ont jamais vu un délinquant et n'en verront jamais parce que pour monter au fin fond de la Haute-Savoie ou au fin fond de la Haute-Garonne, il faut vraiment être motivé, donc on ne verra jamais un cambrioleur ou autre, mais ce n'est pas grave. La télévision nous aura expliqué que le sentiment d'insécurité est là, et ce n'est pas qu'un sentiment. En voyant dans le domaine, je peux vous affirmer que ce n'est pas un simple sentiment, mais il y a tout ça qui vient jouer, et ensuite, bien entendu, une détestation de ces élites. On en a parlé récemment dans une émission avec Eric Lansou, d'une partie de ces élites qui se sont totalement déconnectées de la population et qui, avec arrogance, veulent expliquer aux Français comment les choses fonctionnent. Rappelez-vous, à une époque, c'était, ça y est, je n'ai plus son nom, le président du FMI, qui expliquait que si l'essence était trop chère, il fallait se mettre au vélo. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Pardon ? Christine Lagarde. Voilà, Christine Lagarde. Oui, c'est ce genre de choses qui font que des Français qui, à une certaine époque, auraient voté Chirac ou voté même, pour certains, Jean-Pierre Chevènement. Et pour certains, eh bien, ils sont partis voter pour Marine Le Pen, non pas parce qu'ils adhèrent au corpus idéologique de Marine Le Pen, mais parce qu'elle représente pour eux cette anti-élite, bien qu'elle-même soit une élite. Voilà. Mais après, bon, on en parlera peut-être après, mais c'est aussi la faute de tous ceux qui ont voulu caser les Français dans des cases. Et au bout d'un moment, lorsqu'on vous pointe du doigt, eh bien, vous allez vers celui qui ne vous a pas pointé du doigt ou vers celui qui vous semble va vous protéger. Lorsque j'entends à longueur de journée ou que je lis à longueur de journée les personnes qui pourraient être dans notre camp, c'est-à-dire dans le camp des patriotes et le camp des souverainistes, pointer du doigt à longueur de journée les fameux boomers, ce qu'ils appellent les boomers. Bon, mais moi, si j'étais un boomer, et au bout d'un moment, eh bien, j'irais voter pour celui qui apparemment va me protéger, c'est-à-dire Emmanuel Macron. D'accord ? C'est cette globalisation, moi, qui commence à m'insupporter. Ce n'est pas les boomers, ce n'est pas les immigrés, ce n'est pas les jeunes, ce n'est pas les chômeurs, c'est des boomers. Et là, lorsqu'on sera capable non pas de globaliser les choses, de rassembler ceux qui ont vraiment besoin d'être, que les choses changeront. Et ça a été la même chose pour Jean-Luc Mélenchon. À force de pointer du doigt le musulman ou les musulmans, résultat des courses, 70% des Français de religion musulmane ont voté Jean-Luc Mélenchon. Tout ça parce qu'il y a un candidat qui avait décidé de pointer du doigt ces populations-là, alors que sur ces 70%, vous en avez 90% qui se peuvent se retrouver dans le vote de l'appel au peuple, par exemple. Mais voilà, donc moi, c'est ça qui m'insupporte, et c'est cette fracture que l'on est en train de créer. Alors, vous avez des indécrottables. Effectivement, le bobo moyen qui, au petit déjeuner, prend ses 50 grammes de quinoa, qui le midi mange son tofu, et qui le soir boit une tisane, lui, il sera indécrottable et jamais il votera de la même façon que ce bon vieux paysan du fin fond du Comminges qui va se manger ses 100 grammes de fritons de canard, son foie gras et sa côte de bœuf. Effectivement, on ne pourra jamais les rassembler. Mais pas la majorité des Français. Moi, j'appelle tous ces Français responsables à écouter d'autres propositions dans les prochaines élections. Macron plébiscité à l'étranger. C'est ce que titre Le Parisien aujourd'hui. En effet, si l'on analyse les chiffres, 89% des voix en Argentine se sont tournées vers Emmanuel Macron, 86% au Brésil et même 93,55% à New York et 88% si je n'oublie pas Montréal. Mais, pas étonnant, 58,3% en Russie ont favorisé Marine Le Pen. Alors, que devons-nous comprendre de ces résultats, Adeline ? Oui, bon, alors tout d'abord, c'est ces Français de l'étranger qui ont plébiscité Emmanuel Macron. Bon, forcément, il n'y a pas vraiment de surprise puisque ce sont tous on va dire, je pense qu'en majorité, ce sont des jeunes cadres libéraux qui ont qui ont des idées très ouvertes, qui sont très européistes, donc ils se reconnaissent complètement dans les idées d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, l'arrosoir arrosé serait aussi que Vladimir Poutine a félicité Emmanuel Macron de sa réélection et lui a souhaité bonne santé. Alors, je pense qu'au niveau du dirigeant russe, il faut savoir décoder. Alors, je vous propose de passer à notre deuxième partie de l'émission qui nous orientera vers les autres partis politiques.
Et je me tourne pour ma première question vers Damien. Et on va parler donc de celui qui, pour le moment, n'a pas vraiment élaboré sa stratégie et pourtant qui est le troisième homme de cette élection, qui est Jean-Luc Mélenchon. Donc, il a réalisé un très bon score, meilleur même que ce que les sondages pouvaient affirmer, bien que l'on sait qu'il y a eu aussi un effet de vote utile qui a manqué aux partis de gauche, je pense notamment au Parti communiste, au Parti socialiste. Mais quoi qu'il en soit, Jean-Luc Mélenchon a réalisé un bon score lors de ce premier tour et souhaite qu'on l'élise Premier ministre. Alors, il faudrait revenir aussi sur la définition. On n'élit pas un Premier ministre, donc il souhaite en réalité que lors des prochaines élections législatives des 12 et 19 juin prochains, une majorité de Français vote pour la liste de rassemblement de l'Union populaire afin d'entrer dans une période de cohabitation et donc qu'il puisse être non pas élu, mais nommé Premier ministre. Alors Damien, une vague rouge est-elle possible en juin prochain selon vous ? Moi, je ne pense pas. Je pense que ce sont deux élections complètement différentes, l'élection présidentielle et les élections législatives. Les Français, ils ont élu M. Macron, donc qui est en fait notre président. Je pense qu'ils vont lui donner la majorité à l'Assemblée. Et je pense que M. Mélenchon, il se croit en 6e République, en fait. Il pense qu'il va devenir président du Conseil, en fait, et que c'est lui qui va diriger. Donc, je pense qu'il se trompe et je pense qu'il aura beaucoup plus de mal à rassembler parce que c'est la tambouille. Moi, je le vois ici en Haute-Savoie. Alors, il n'y a pas trop d'insoumis ici, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est la tambouille. Tout le monde va à la soupe. Tout le monde va aller à la soupe de M. Macron, même ceux qui étaient contre lui au premier tour. Et je pense que ce sont deux élections qui sont complètement différentes, en fait. Et le résultat ne sera pas le même, de mon point de vue. Alors justement, là, avant de passer la parole à David Safourkada sur le score de Jean-Luc Mélenchon et ce qu'il pourrait advenir dans les prochaines semaines, son score également est important, mais il souhaite effectuer ce qu'il appelle une union populaire. Et dans cette union populaire, visiblement, il y a déjà des accords avec le mouvement écologiste de Yannick Jadot, le Parti communiste de Fabien Roussel, peut-être le Parti socialiste, une main étendue pour le moment, à condition évidemment que leur programme se rassemble autour de l'Union populaire et autour de Jean-Luc Mélenchon. Donc, ça me permet justement de passer la main à David Safourkada. Est-ce que vous pensez que ces alliances pourraient amener un nombre important de députés qui va de la gauche à l'extrême gauche, mais rassemblés sous la même bannière ? Alors, bon, déjà, il faut rester prudent au niveau des alliances. Alors, une alliance entre ELV et les Insoumis ne m'étonnerait pas, lorsque déjà, de toute façon, on sait qu'un verre, ce n'est qu'une pastèque, c'est vert à l'extérieur et rouge dedans, donc n'étonnera personne qu'ils puissent s'allier lorsqu'on voit les positions prises par certains verts, notamment par rapport à l'islamo-gauchisme, ça ne m'étonnerait absolument pas. Je reste par contre un peu plus dubitatif vis-à-vis du Parti communiste français, qui, bien que ça ne soit pas ma tasse de thé, a toujours été un parti patriote. Lorsqu'il le fallait, le Parti communiste français a été un mouvement patriote. À une certaine époque, il a pris ses ordres à Moscou, mais d'autres les prenaient à Munich ou à Rome. Donc de ce côté-là, c'est match nul, balle au centre, ou balle au centre, match nul. Mais voilà, je suis un peu plus dubitatif concernant le Parti communiste français, notamment par rapport, toujours la même chose, vis-à-vis de cette frange islamo-gauchiste qui gangrène les insoumis. Concernant le Parti socialiste, de toute façon, je l'avais dit la dernière fois, il me semble, lorsque vous faites un score qui est moins élevé que le prix du gasoil, je pense que vous ne pesez pas grand-chose. Vous évoquez le Parti communiste. Il faut aussi en effet admettre que Fabien Roussel a un peu dépoussiéré ce Parti communiste et essayé de l'amener vers un petit peu les temps nouveaux. On va dire que la suite nous dira s'il aura réussi ou pas. Alors justement, par rapport à ces résultats assez infimes des partis traditionnels, je me tourne vers François pour savoir comment vous analysez la chute de ces partis historiques. Donc juste pour mémoire, les deux partis qui ont déjà gouverné la France lors de ce premier tour de l'élection présidentielle 2022, les Républicains, on est à 4,8%. Pour la première fois, le parti de droite traditionnel ne sera pas remboursé de ses frais de campagne et on pourrait revenir aussi sur le plan assez catastrophique que met en place sa candidate pour être remboursée. Et le Parti socialiste qui fait le meilleur score en partant du bas, c'est-à-dire 1,7%. Comment on analyse cette chute des partis historiques ?
Alors, il y a plusieurs réponses. J'en veux une qui nous plaira à nous, bonapartistes. C'est qu'il n'y a plus dans ces partis de vrais leaders charismatiques. À la limite, si les républicains, ce que je conteste personnellement, se réclament du général de Gaulle et se disent gaullistes, ce que je ne crois pas dans les faits, ils n'ont pas de personnalité à la hauteur de la cheville du général, qui était je le reconnais, très grand, donc la hauteur de la cheville, c'est déjà difficile à atteindre. Mais c'est pareil pour les socialistes. On parlait de Madame Ségolène Royal, qui a fait une campagne lamentable à la fin, quand elle s'était opposée à Sarkozy. Depuis, qu'est-ce qu'ils ont? Monsieur Hollande, ça a été une catastrophe. La risée de la presse mondiale. Alors, pour répondre sur Hollande, quand il y a eu ce combat de ce second tour entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, un journal avait titré « Celui qui s'y voyait déjà face à celui que l'on n'attendait pas ». Donc, il y a eu peut-être en effet, lors de cette élection présidentielle, un tout sauf Sarkozy après un quinquennat d'arrogance. Je vous laisse poursuivre. Oui, c'est vrai. Mais bon, pour en revenir à la chute de ces deux partis, qui est quand même phénoménal, c'est absolument incroyable ce qui s'est passé. Des partis qui, comme vous le rappeliez, il y a peu d'années encore, étaient au pouvoir. Monsieur Hollande, il n'y a pas si longtemps que ça. Monsieur Sarkozy, c'était juste avant. Eh bien, ils ont un déficit de leader. Ils ont un déficit de personnalité charismatique. À un moment, on a cru que Mme Pécresse allait peut-être passer au deuxième tour. Le résultat lamentable, c'est du fait de sa personnalité. Moi, à un moment, ils me font pitié quand vous savez qu'ils ont été précédés même par M. Mitterrand. M. Mitterrand, on en avait parlé à la dernière émission. Même ceux qui ne l'aiment pas reconnaissent qu'il avait une stature de chef d'État, comme Louis XI par rapport à Charlemagne, mais il avait une stature de chef d'État. Il avait représenté la France. En plus, pendant la guerre froide, avec une certaine habileté qui forçait le respect en Union soviétique comme aux États-Unis. Bon, c'est un gros problème. Le deuxième problème, c'est que ces partis ne savent plus séduire. D'abord parce que les deux derniers gouvernements Sarkozy et Hollande ont été pour le peuple français un échec. On les a trompés. Monsieur Sarkozy, le peuple français lui pardonnera jamais d'avoir trompé le référendum de 2005 par le traité de Lisbonne, qui est une escroquerie. Et puis, le peuple français ne pardonnera jamais à monsieur Hollande d'avoir menti au niveau de l'énergie, d'avoir menti au niveau de l'économie, d'avoir menti au niveau de la finance, d'avoir menti au niveau de l'industrie et de l'agriculture. Donc, ils ont non seulement un déficit de leader charismatique, mais ils ont aussi un déficit au niveau du bilan lorsqu'ils étaient récemment à la tête de l'État. Donc, le peuple français, il faut le respecter profondément parce que c'est un peuple qui a de la mémoire, qui accepte beaucoup, qui endure beaucoup, mais sa mémoire lui fait jamais défaut. Et quand on va un petit peu trop loin, sa réaction, elle est terrible. Et le peuple français est rancunier. Cette rancune, ce déficit de leader, ce déficit de bilan, ce bilan négatif, pardon, eh bien, voilà pourquoi aujourd'hui, ces deux partis qui furent, entre guillemets, des partis de pouvoir, aujourd'hui représentent des annexes de la politique française avec moins de 5%, c'est-à-dire qu'ils ne seront même pas remboursés de leurs frais, et c'est-à-dire qu'ils sont en situation de déficit financier également. Voilà mon explication. Alors, un petit cours de gestion du patrimoine pourrait leur être favorable afin de ne pas totalement dépenser l'argent qu'ils n'ont pas pour être certain de se faire rembourser, ce qui n'a pas été le cas. Alors, je vais me tourner vers mes trois autres invités pour ma prochaine question. Donc, Adeline, David, Damien. Le vote de Marine Le Pen et du Rassemblement national, plus largement, au fil des élections, s'enracine, avec des alliances peut-être qui sont en train d'être formées entre le nouveau parti politique d'Éric Zemmour, le parti souverainiste traditionnel de Nicolas Dupont-Aignan,
peut-être d'autres petits partis qui viendront aussi se greffer à ce Rassemblement national étendu, même si cela est aujourd'hui infirmé par Jordan Bardella, qui a pris du coup la présidence par intérim du Rassemblement national. Alors, faut-il s'inquiéter de l'ampleur que prend le vote à droite de la droite, puisque, selon Brice Teinturier, un politologue sur France Inter ce matin, estimait que le vote Rassemblement national devient de plus en plus un vote d'adhésion. Qu'en pensez réellement? Concernant le vote au Rassemblement national, en fait, il peut se comprendre. Et pourquoi il peut se comprendre? Parce que, encore une fois, dans la mesure où ce mouvement a phagocyté, a récupéré certaines valeurs que d'autres ne veulent plus employer ou n'osent plus employer de peur d'être pointés du doigt. Aujourd'hui, lorsque vous vous dites patriote sincère, vous ne pouvez pas aller chez les Républicains parce que le patriotisme chez les Républicains, ben, c'est un peu compliqué. Donc, il vous reste que le Rassemblement national. Comme moi, j'ai connu lorsque j'étais ado, lorsque vous disiez patriote, ben, ce n'était pas compliqué. Si vous étiez patriote et du peuple, vous aviez du mal à aller au RPR, qui était un mouvement d'élite. Donc, vous alliez à l'époque déjà au Front National. Donc, voilà. Donc, ce vote, il s'ancre. Mais pourquoi il s'ancre? Parce qu'il n'y a pas d'autres propositions. Il n'y a pas d'autres propositions en face. Marine Le Pen, comparée à son père, a su jouer sur la carte sociale, ce que son père n'avait pas fait, et qui faisait que le Front National stagnait beaucoup plus. Pour les plus jeunes qui n'ont pas connu, mais je leur rappellerai que le programme économique de Jean-Marie Le Pen aurait fait rougir Mme Thatcher et M. Reagan à l'époque, tellement il était libéral. Eux auraient pu passer pour de gentils socialistes par rapport à Jean-Marie Le Pen. J'exagère un peu. Donc voilà, donc Marine Le Pen a su toucher les classes, on va dire, laborieuses, pour reprendre notre langage, et justement ces classes laborieuses qui à une époque votaient Parti communiste. Maintenant, s'en inquiéter, non, parce que, encore une fois, et on le voit, qui aurait prédit que les Républicains, avant UMP, avant RPR, seraient arrivés en dessous des 5%? Peut-être que demain, si un mouvement sérieux avec une figure charismatique qui sait parler vrai aux Français avance, les votes peuvent être inversés. Maintenant, on verra bien, mais en tout cas, moi je retiens que à titre personnel, je ne crois absolument pas à cette alliance. Pour moi, Marine Le Pen se tirait une balle dans le pied que de s'allier avec ces mouvements-là. Et pour conclure cette seconde partie, je vais vous demander, donc, Damien, de me dire ce que vous pensez de la candidature de Lassalle, Jean Lassalle, qui est arrivé quelque part devant l'ensemble des petits partis. Est-ce qu'il y a une voix pour lui aussi, ou est-ce qu'au final, il va s'amalgamer dans la masse? Bon, ben, je pense qu'il va s'amalgamer dans la masse. À mon avis, sa voix elle est quand même réduite. Je ne pense pas qu'il va toucher un large électorat, en fait, devant Lassalle. Je pense qu'il a touché le cœur de certains Français, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est en fait sincère. Après, c'est vrai qu'il a eu des propos sur la Corse par rapport à l'autonomie, il était pour le RIC. Bon, je pense que ça reste quand même limité, Jean Lassalle. Alors, je vous propose de clôturer cette seconde partie pour nous diriger tranquillement vers la troisième, avant de vous laisser évidemment la parole pour conclure. Alors, les élections législatives, nous allons y venir. Donc, je me tourne vers Adeline ce coup-ci, puisqu'il n'est pas certain finalement qu'Emmanuel Macron obtienne la majorité à l'Assemblée nationale lors des votes prochains pour les élections législatives. Si nous entrons dans une période de cohabitation, est-ce qu'on pourrait dire qu'Emmanuel Macron perdrait la partie? Il aurait beaucoup de mal à gouverner. Après, ça dépend avec qui il va devoir cohabiter. Je pense qu'il y a des personnes côté LR qui sont effectivement Macron-compatibles, même de l'autre côté. Donc, je ne sais pas. Je pense que ça risque de pas être si compliqué que ça pour lui, en fonction du résultat. Il y a encore plusieurs semaines, je pense qu'il y a de grandes stratégies qui sont en train de se fomenter et on aura peut-être d'ici quelques jours un peu plus de lumière. Alors, je voulais juste oui. ajouter, c'est vrai qu'on parlait auparavant d'abstention,
Mais voilà, quel crédit accorder aux politiques quand on voit cette soupe qui est en train de se faire. Ici, on appelle ça dans le sud-ouest cassoulet, un mélange de tout. Ils y vont tous, quoi. C'est impressionnant. Donc, ça ne va pas améliorer l'intérêt et la confiance que les Français vont avoir dans la politique, ce genre d'alliance. Et on disait également qu'il faut se méfier de la montée de l'extrême droite comme de la montée de l'extrême gauche, mais il faut également se méfier de la construction d'un parti unique où tout le monde se rassemblerait. Alors, on veut la cohésion nationale, mais la cohésion, ce genre de parti unique ne doit pas empêcher l'expression de la démocratie. Alors justement, par rapport à ces questions on va dire de la légitimité finalement d'un candidat élu avec un fort taux d'abstention, ça a été grandement le cas des dernières élections régionales et départementales, où finalement l'abstention massive qu'on a connue vienne à finalement qu'on se pose la question de savoir, oui, il a été élu, mais quelle est la légitimité d'un élu politique quand finalement, quand on additionne les pourcentages, une vingtaine de pourcents de la population a voté pour lui, alors que 80% soit n'a pas voté pour, soit c'est abstenu. Alors, je vais revenir sur un détail avec David Zaforkada, puisque Emmanuel Macron a maintes fois quand même évoqué la proportionnelle pour les élections législatives à venir. Alors, je me suis un peu redocumenté dans certains ouvrages, les plus récents, pour être tout à fait franc. D'après Philippe Blacher, dans son ouvrage intitulé « La Constitution de 1958, toujours d'actualité », point d'interrogation, il évoque que la proportionnelle, c'est l'émiettement des partis politiques présents au Parlement, entraînant l'incapacité de former des coalitions stables, inaptes à résoudre des crises et à prendre des décisions qu'exigeaient les circonstances. Pensez-vous que la proportionnelle soit néfaste à la démocratie ou qu'au contraire, elle permet mieux la représentation du vote français? Aurait dit le général de Gaulle, vaste programme. Non, bon, déjà, mon sentiment, comme beaucoup le savent, je suis totalement opposé à la proportionnelle. Alors, pour une fois, c'est le vainqueur qui la propose, mais généralement, la proportionnelle est toujours proposée par les perdants. Ça les aurait bien arrangés, justement, ils auraient pu devenir gagnants s'il y avait eu la proportionnelle. Mais pour moi, la proportionnelle, en fait, c'est revenir à cette tambouille politique qui obligerait le chef de l'État pour avoir un gouvernement à faire des compromis et des compromissions. Choses qui sont totalement, pour moi, inadéquates avec le fait de gouverner. Et on peut le voir, par exemple, en Allemagne, le temps que ça met à créer un gouvernement lorsqu'il faut discuter avec 3 ou 4 partis. Alors imaginez chez nous, entre les 3 députés animalistes, les 4 députés véganes, etc. Déjà, il faudrait qu'ils se mettent d'accord entre eux, ensuite se mettre d'accord avec le reste de la gauche, qui devrait se mettre d'accord avec le centre mou, etc. Ça deviendrait vite compliqué. Donc moi, c'est pour cela que je suis opposé à la proportionnelle, et ce, quelle qu'elle soit. Et d'autant plus que tous ceux qui nous proposent la proportionnelle, en plus, ne proposent pas une proportionnelle intégrale. À la rigueur, on pourrait se dire proportionnelle intégrale. Voilà, non. Il y a toujours une prime au sortant qui fait que le sortant aura toujours, de toute façon, une majorité. Donc la proportionnelle est juste là pour amuser un peu la galerie. Alors, en guise de conclusion, on va évidemment parler ce soir des bonapartistes qui sont candidats à l'élection législative prochaine. Une question un peu générale que je vais poser à chacun d'entre vous et qui servira également de conclusion, dont vous pourrez également évoquer les sujets que je ne vous aurais peut-être pas posés ce soir, en plus de cette question liée à votre candidature, parce que j'ai la chance d'avoir 4 des candidats bonapartistes à l'élection législative prochaine avec moi ce soir. Donc, quelque part, des questions assez simples, mais qui ne sont pas stigmatisantes, c'est pourquoi se lancer dans la bataille et finalement, pour quel programme? Adeline Guibert, pour commencer, s'il vous plaît. Pourquoi se lancer dans la bataille? Très bonne question. Tout d'abord, nous, il est évident, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, qu'il n'y avait aucun des 12 candidats partant à la présidentielle qui représentait exactement notre projet et nos idées. Nous n'avons pas eu de candidat à la présidentielle, mais nous avons la possibilité de représenter notre projet et nos idées aux élections législatives. Et je pense qu'il y a une possibilité pour nous
de se positionner étant donné la recomposition actuelle des différentes familles politiques. Alors bien sûr, notre programme, il est lié sur la souveraineté populaire et nationale, l'autorité, le progrès économique et social. Et bien sûr, il y a beaucoup à faire sur la cohésion et la fierté nationale. Après, ce sont les 4 piliers, mais nous avons également d'autres idées un peu plus précises. Alors moi, j'y tiens particulièrement. On parlait avec M. Harari d'un grand secrétariat au plan. Je pense qu'il y a vraiment la nécessité de ramener une vision à long terme pour la France et les Français. Donc, ça peut être se positionner sur ce qui est numérique, se positionner notre position par rapport au développement écologique, dans quel sens on veut l'orienter, notre positionnement sur la recherche, sur les technologies complexes. On parle beaucoup de blockchain, de crypto-actifs, en fait, peu de candidats en ont parlé, alors que c'est le futur. Il faut l'envisager, il faut pouvoir donner une vision à long terme, et c'est personnellement et avec l'appel au peuple ce que je vais essayer de faire pendant cette campagne législative. Damien Cornu, quelle est votre vision sur cette question et le lancement de bonapartistes aux élections législatives prochaines et la solution qui pourrait être proposée par ces candidats dont vous en faites partie? Je pense qu'on a envie de peser dans le débat. Je pense en plus qu'on a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes de très, très grande qualité à l'appel au peuple. Je ne parle pas de moi, mais je parle des cadres qui sont en fait à l'appel au peuple. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un projet de rassemblement. C'est ce qui est le plus important, en fait. C'est rassembler les Français, c'est pas les diviser, quoi. Et je pense que le projet qu'on porte permettra de rassembler les Français. On en a parlé, le référendum, la souveraineté populaire, la participation. Économiquement parlant, je pense qu'il faudrait lancer un grand emprunt d'État. C'est dans le livre de M. Harari. Ça, c'est très important. Personne n'en parle. L'économie, c'est la base, en fait. Et je pense qu'il va y avoir un gros problème dans ce quinquennat, ça va être l'inflation. Comment ils vont faire pour juguler l'inflation, en fait? Là, la BCE, Madame Lagarde, est en train de parler à demi-mot d'augmenter les taux directeurs. Si les taux directeurs augmentent, il risque d'y avoir certains pays vont peut-être être en défaut de paiement, dont la France. Ça, personne n'en parle. Et le grand emprunt d'État, personne n'en parle. Donc, il faudra taper dans la caisse. C'est pour ça que le programme économique en fait, Madame Le Pen, il était peut-être complètement délirant, mais je pense que le programme économique de M. Macron, il est également complètement délirant, quoi. Voilà. Donc, je pense qu'on a plein de choses à dire. On va aller à la rencontre des Français et on va faire ça avec panache. Et c'est une aventure. Et j'espère que c'est le début d'une grande épopée. Voilà. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Et je me dirige vers le secrétaire général du Parti de l'Appel au Peuple avant de laisser le président conclure. Donc, François, pareil, au niveau des élections législatives à venir, vous êtes candidat comme Adeline Guibert, comme Damien Cornu, comme David Saforcada. Quelle est cette force qui vous anime pour vous lancer dans la bataille? Alors d'abord, avant de brièvement l'exposer, je voudrais revenir sur Damien Cornu, que je connais personnellement et que je trouve bien modeste dans sa présentation, parce qu'il fait partie de ces chefs d'entreprise qui sont particulièrement humanistes, qui accordent non seulement de l'intérêt à leur entreprise, mais aussi à leurs employés. Donc je suis content et fier de me battre à ses côtés pour briguer ce mandat sacré de représenter les Français à l'Assemblée. Alors, moi, ce que je souhaite, c'est un retour à la res publica, la chose publique, qui a donné le mot République. C'est-à-dire qu'on revienne pendant au moins la campagne des législatives à un vrai débat, où on prendra en compte tous ces problèmes que tout au long de l'émission, nous avons exposés, qui correspondent à ce qui touche directement le peuple français et aussi la place de la France dans le monde.
Je remercie Adeline d'avoir parlé de la planification. C'est avec une planification, une vraie planification, sans mettre de professeur de grec ancien que je respecte à l'État à la tête d'un organisme qui ne sert à rien. C'est une vraie planification autoritaire avec un commissaire au plan qui doit avoir rang de ministre. C'est ça que nous voulons. Ce n'est pas seulement une planification écologique pour faire plaisir à quelques bobos parisiens qui n'ont jamais vu un ours dans les Pyrénées. La planification que nous voulons, elle est industrielle, c'est reprendre des emplois en France, ça se prépare sur 20 ans. Elle est agricole, c'est arriver à notre souveraineté alimentaire. Ça aussi, ça va enrichir les Français, d'éviter d'aller chercher des céréales en Ukraine alors que nous étions le premier producteur européen, d'éviter d'acheter du lait et de la viande à l'étranger alors que nous avons tout ce qu'il faut pour relancer une agriculture dynamique en France. Voilà, donc j'espère que cette campagne des législatives et l'Assemblée nationale qui en sortira sauront vendre ces idées qui ont toujours été celles de notre parti, celles des bonapartistes, et c'est pourquoi les bonapartistes, encore une fois, sauront soutenir tout ce qui va dans l'intérêt de la France et dans l'intérêt du peuple français avant toute chose. David, votre position à ce sujet sur le lancement de la campagne des législatives qui arrivent et quelque part aussi sur l'état de cette élection présidentielle. Bon, déjà, tout d'abord, lorsqu'on décide de s'impliquer en politique, à un moment, il faut oser franchir le pas. Bon, moi, je l'ai franchi il y a déjà quelques années. Ce ne sera pas ma première candidature à une élection. J'en ai déjà fait. Je connais le goût de la défaite, mais on y retourne toujours. Pourquoi? Parce qu'on a ça chevillé au corps. On a des idées chevillées au corps et ces idées, il n'y a que nous pour pouvoir les défendre. On ne va pas attendre que d'autres les défendent à notre place, surtout qu'on prend le risque qu'ils les défendent très mal. Donc c'est pour ça que l'on se devait d'être présent à ces élections. Bon, ce soir, nous avons 4 candidats. Nous en aurons d'autres, bien entendu. Nous ne serons pas que 4. Ces candidatures se construisent aussi dans une alliance, parce que nous sommes pour le rassemblement. Là où certains ont parlé de rassemblement de la droite, d'autres ont parlé de rassemblement de la gauche, nous on veut un rassemblement plus juste et plus ample. Et comme l'avait souligné tout à l'heure un peu plus tôt Damien Cornu, un rassemblement qui va de la gauche patriote à la droite sociale, hein, donc c'est-à-dire simple rassemblement gaulo-bonapartiste ou bonapartiste. Nous, on ne parlerait que de bonapartisme, mais voilà, avec déjà plusieurs partenaires, dont je pense notamment à M. Georges Kuzmanovic et son mouvement France Souveraine, par exemple, avec lesquels nous allons travailler. Mais voilà, donc pour nous, il était important d'être présent à ces élections, parce qu'on ne peut pas se dire mouvement politique et ne pas aller au-devant des Français, quitte à en assumer les conséquences. Ensuite, pourquoi y aller? Parce que nous avons, comme François, Adeline et Damien l'ont souligné, nous avons des idées que nous défendons depuis très longtemps. Alors, des idées qui ne sont pas forcément que bonapartistes, mais auxquelles nous croyons. La participation en fait partie, c'est un pilier de nos propositions. Bien entendu, comme l'a souligné Adeline Guibert, la souveraineté, qu'elle soit populaire ou qu'elle soit nationale. Alors, vu qu'on parle vrai, nous allons parler vrai. La souveraineté populaire, c'est bien entendu le référendum, c'est bien entendu le suffrage universel, mais ce n'est pas forcément le RIC au niveau national. Hein, donc, parlons vrai, encore une fois. La souveraineté nationale, c'est cette certaine idée de la France, autre que celle qui veut l'enfermer dans l'Union européenne, mais c'est aussi surtout cette France qui est présente sur toutes les mers et sur tous les océans qu'il nous faut absolument développer, parce que tout à l'heure, vous parliez d'écologie, on a parlé d'industrie, on a parlé d'énergie, on a parlé, François Harré a parlé aussi d'agriculture, on aurait pu parler de santé. Tous ces points-là sont présents à un moment ou à un autre dans nos océans. Donc, il faut le grand projet de France-sur-Mer, c'est le projet que, à titre personnel, je porte depuis des années, que je continuerai à porter, que je porterai fort si j'étais élu à la députation. Il y a aussi la francophonie. Il ne faut pas oublier la francophonie, et qui n'est pas seulement un rassemblement culturel. La francophonie peut être aussi une magnifique opportunité pour notre pays, que ce soit pour le développement industriel, pour le développement économique, et aider ces populations et ces autres pays qui font partie de la francophonie. Donc voilà, se présenter aux élections législatives, c'est un tout, mais c'est surtout
ce rassemblement de ces Français en gilet jaune, de ces Français en costume cravate, mais qui ont quelque chose de chevillé au corps, c'est-à-dire la France. Voilà. Et donc, contrairement à d'autres, lorsque je les entends tous terminer leur discours par « Vive la France et vive la République », nous terminerons notre discours par « Vive la France, vive la République, mais surtout vive les Français ». Pour citer une association qui fait très bien ce travail, je citerai le travail remarquable d'Alain Ripaud et de ses équipes pour l'association Francophonie Force Oblige. Madame Guibert, Monsieur Cornu, Monsieur Harari, Monsieur Saforcada, je vous remercie d'avoir répondu à cette invitation de ce soir. Je vais rappeler vos candidatures à la législative. Donc, Adeline Guibert, candidate aux élections législatives sur la 2e circonscription de la Haute-Garonne. Damien Cornu, candidat aux élections législatives sur la 2e circonscription de Haute-Savoie. François Harari, candidat aux élections législatives sur la 8e circonscription de Haute-Garonne, et David Saforcada, candidat aux élections législatives sur la 3e circonscription de Haute-Garonne. Une fois encore, je vous remercie et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans d'autres émissions, j'en suis sûr, sur Bref d'actualité ou sur d'autres. Et vous, merci d'avoir suivi cette émission qui, j'espère, vous a plu, et avec plaisir également de vous retrouver prochainement. Bonsoir à tous.